17 décembre 1944. 5h30, Hansfeld, Belgique. Le moteur du char Tiger tousse, hoqueta, puis meurt. Le SS Obersturmbannführer Joachim Peiper frappa du poing la trappe de tourelle. Le choc métallique résonna dans l'obscurité pré-d'Aune. Son chauffeur, Unterscharführer, tenta de relancer le moteur Maybach de 700 chevaux. Rien. La jauge de carburant indiquait vide. « Mon Obersturmbannführer » appela le chauffeur depuis son compartiment, sa voix serrée par une panique à peine contenue. Le réservoir de réserve est également sec. Peiper descendit de son char de commandement, ses bottes crissèrent sur le sol belge gelé. Autour de lui, la pointe blindée la plus puissante que la Wehrmacht avait rassemblée pour l'opération Wacht am Rhein, l'offensive des Ardennes, restait immobile. 67 chars, 149 semi-chenillés et près de 5000 des soldats les plus élites de la Waffen-SS, tous paralysés par des réservoirs vides. À travers la brume matinale, Peiper pouvait voir la position américaine abandonnée devant lui, Hansfeld, un dépôt de ravitaillement critique pour la 99e division d'infanterie américaine. Les Américains avaient fui si rapidement qu'ils avaient laissé des feux encore brûlants dans des fûts à pétrole, du café encore chaud dans des tasses métalliques, et là, alignés comme un cadeau du dieu de la guerre lui-même, se dressaient des rangées et des rangées de jerrycans, des milliers d'entre eux, les conteneurs de carburant américains, vert olive distinctifs. Peiper s'approcha lentement, presque avec révérence. Son adjudant, Hauptscharführer Hans Grüll, ouvrit un bidon et renifla. « Benzine, mon Obersturmbannführer, de l'essence à haut indice d'octane. » Alors que ces hommes commencèrent le travail frénétique de ravitailler leur véhicule, Peiper marcha parmi le stock, content. Les mathématiques étaient stupéfiantes. 50,000 gallons. Assez pour alimenter tout son Kampfgruppe pour la pousser vers la Meuse. Assez pour potentiellement changer le cours de l'offensive. Les Américains avaient abandonné plus de carburant dans ce seul dépôt que la plupart des divisions allemandes n'en recevaient au cours des 6 derniers mois. Mais alors que Peiper se tenait parmi cette manne, regardant ces hommes verser du carburant américain dans des chars allemands, une réalisation accablante l'envahit comme la brume matinale. Si les Américains pouvaient se permettre d'abandonner de telles quantités, s'ils pouvaient laisser derrière eux ce que l'Allemagne garderait avec des divisions entières, alors cette guerre était déjà terminée. L'Allemagne n'avait pas simplement mal calculé. L'Allemagne avait fondamentalement mal compris la nature de son ennemi. 6 mois avant la découverte de Peiper à Hansfeld, en juin 1944, Albert Speer, le ministre hitlérien de l'armement et de la production de guerre, avait présenté au Führer un rapport qui aurait dû mettre fin à toutes les opérations offensives immédiatement. La production de carburant synthétique de l'Allemagne, le sang vital de la Wehrmacht, avait été systématiquement détruite par les bombardements alliés. Les usines Leuna, qui avaient produit 175 000 tonnes de carburant en avril, n'en produisaient que 5 000 en septembre. Les usines d'hydrogénation de Pölitz, Blechhammer et Bruks fonctionnaient à moins de 10% de leur capacité. Les chiffres racontaient une histoire de défaite inévitable. En 1944, les États-Unis produisaient 1,8 milliard de barils de pétrole brut. L'Allemagne, y compris toute la production synthétique et les champs roumains capturés, en gérait 33 millions, moins de 2% de la production américaine. Le Troisième Reich tentait de mener une guerre mécanisée avec une logistique tirée par des chevaux. Alors que l'Amérique noyait ses armées dans l'abondance pétrolière, le major Friedrich Simon de l'état-major logistique de la Wehrmacht avait calculé que l'offensive des Ardennes nécessiterait 4,5 millions de gallons de carburant pour atteindre Anvers. Hitler en alloua 5 millions, mais seulement la moitié fut réellement livrée en raison de problèmes de transport. Le haut commandement allemand misait toute l'offensive sur la capture de ravitaillements ennemis, une stratégie qui révélait une faiblesse terminale plutôt que de la force. Les Américains, pendant ce temps, avaient construit un système de pipeline pétrolier à travers la France appelé Pluto.
Pipeline Under the Ocean, et le Red Ball Express, un système massif de convois de camions qui livrait 12 500 tonnes de ravitaillement quotidiennement sur les lignes de front. En décembre 1944, les forces américaines en Europe consommaient 1,2 million de gallons de carburant par jour et en recevaient 1,4 million. Ils accumulaient des réserves en combattant. Joachim Peiper, le commandant désillusionné. Joachim Peiper n'était pas un imbécile. À 29 ans, il était l'un des plus jeunes commandants de régiment de la Waffen-SS, titulaire de la croix de chevalier de la croix de fer avec feuilles de chêne et glaive, vétéran du front de l'Est, où il avait appris que dans la guerre moderne, le carburant était plus précieux que les munitions. Son Kampfgruppe avait été désigné comme le Schwerpunkt, le point décisif de toute l'offensive des Ardennes. Le 14 décembre, 2 jours avant l'offensive, Peiper assista au briefing final à Tondorf. Le général Sepp Dietrich, commandant la 6e armée blindée SS, était brutal. Vous aurez assez de carburant pour atteindre la Meuse si vous capturez des ravitaillements américains. L'allocation de carburant pour le Kampfgruppe Peiper était de 31 000 gallons, assez pour 80 km d'opérations de combat. La distance jusqu'à la Meuse était de 105 km. Les mathématiques de l'échec étaient intégrées au plan depuis le début. Alors que sa colonne se préparait à avancer le 16 décembre, Peiper émit des ordres stricts. Les chars opéreraient en file indienne pour économiser le carburant. Les moteurs seraient coupés lors de tout arrêt de plus de 5 minutes, et la capture des dépôts de carburant américains était la priorité numéro 1, au-dessus même des objectifs tactiques. Le contraste avec les opérations américaines ne pouvait être plus frappant. Ce même matin, le capitaine James Rose du 743e US Tank Battalion, stationné à seulement 30 km de la position de départ de Peiper, nota dans le journal de son unité. Réapprovisionnement en carburant reçu, 8000 gallons. 3e livraison cette semaine, les réservoirs de stockage sont déjà à capacité. 16 décembre 1944, le début de la fin, 5h30. Le barrage d'artillerie allemand qui ouvrit l'opération Wacht am Rhein utilisa plus de munitions en 2 heures que la Wehrmacht n'en avait alloué pour des opérations entières plus tôt dans la guerre. Mais même cette démonstration impressionnante masquait des pénuries critiques. La colonne de Peiper commença à bouger à 7 heures, déjà en retard. Les routes, qui sur les cartes allemandes apparaissaient comme des autoroutes, étaient des chemins de campagne étroits, beaucoup non pavés. En quelques heures, des embouteillages se développèrent alors que les véhicules conçus pour les steppes russes luttaient à travers la forêt des Ardennes. À Lanzerat, le premier objectif de Peiper, ils rencontrèrent une résistance inattendue d'un seul peloton de renseignement et de reconnaissance américain. 18 hommes qui retinrent la colonne blindée allemande la plus puissante pendant près de 10 heures. Pendant le retard, les véhicules de Peiper tournaient au ralenti, brûlant un carburant précieux. Quand ils percèrent enfin et atteignirent Hansfeld à l'aube du 17 décembre, la colonne de Peiper avait parcouru 30 km et consommé 40% de son carburant. À ce rythme, il serait à sec avant d'atteindre le point médian vers la Meuse. Le dépôt de ravitaillement américain à Hansfeld n'était même pas une installation primaire. C'était un point de ravitaillement avancé pour la 99e division d'infanterie, ce que l'US Army classait comme un dépôt de classe 3B, une station-service temporaire. Pourtant, ce que Peiper y trouva dépassait l'allocation mensuelle de carburant pour une division blindée allemande entière. Le Hauptscharführer Hans Grüll témoigna plus tard « Nous trouvâmes des pyramides de jerrycans, chacun contenant 5 gallons d'essence. Ils étaient empilés sur 3 mètres de haut, s'étendant sur peut-être 200 mètres. Les Américains n'avaient même pas tenté de les détruire. Le carburant capturé était de l'essence d'aviation à haut indice d'octane mélangée à du carburant moteur, 80 octanes ou plus. Les véhicules allemands, surtout les moteurs Maybach capricieux des chars Tiger, étaient conçus pour du carburant à 74 octanes. L'essence américaine était en fait trop bonne, causant des problèmes de moteur dans plusieurs véhicules allemands.
La découverte qui changea tout. Alors que les hommes de Piper se ravitaillaient, ils firent plus de découvertes. Le sergent Wilhelm Hoffmann trouva des bordereaux d'expédition dans le bureau du dépôt. Il pouvait lire l'anglais, ayant travaillé dans l'entreprise d'importation de son père avant la guerre. Les papiers indiquaient que ce carburant avait été expédié du Texas à New York, à travers l'Atlantique jusqu'à Liverpool, à travers la Manche jusqu'en Normandie, et camionné sur 650 km jusqu'à Hansfeld. Le voyage de plus de 9500 km avait pris moins de 6 semaines. Je montrai les papiers à l'Obersturmbannführer Piper, se souvint Hoffmann dans une interview en 1976. Il les lut 2 fois, puis les froissa. Il ne dit rien, mais son visage pâlit. Nous comprîmes tous les deux ce que cela signifiait. Le soldat Ernst Kara trouva une pile de journaux Stars and Stripes datés du 15 décembre, vieux de seulement 2 jours. Le titre célébrait l'ouverture d'un nouveau pipeline de carburant de Cherbourg à Verdun capable de livrer 300 000 gallons par jour. Un seul pipeline, livrant plus de carburant quotidiennement que le Kampfgruppe Piper n'en utiliserait dans toute l'offensive. La situation allemande désastreuse. Pour comprendre le choc de la découverte de Piper, il faut comprendre la situation allemande en matière de carburant fin 1944. Depuis mai, les bombardements alliés avaient réduit la production de carburant synthétique de 90%. La Luftwaffe clouait des avions au sol par manque de carburant aviation. La formation des pilotes était passée de 250 heures de vol à 60 heures. La flotte de surface de la marine allemande avait effectivement cessé ses opérations. Les U-Boot étaient équipés de Schnorchel pour économiser du diesel en fonctionnant plus longtemps sur batterie. Sur le front intérieur, les civils allemands n'avaient pas vu de trafic automobile privé depuis 1942. L'essence était si précieuse que la Gestapo enquêtait sur le vol au marché noir de litres individuels. Les agriculteurs retournaient aux charrues tirées par des chevaux. Pendant ce temps, les États-Unis produisaient 67% du pétrole mondial. Le champ pétrolifère de l'East Texas alone produisait plus de pétrole que toute l'Europe occupée par l'Allemagne. Les raffineries américaines fonctionnaient à une telle capacité que la Standard Oil expérimentait de nouveaux sous-produits pétroliers simplement parce qu'ils avaient un excédent de brut. La poursuite de l'offensive, l'illusion de la victoire. Avec les 50 000 gallons capturés à Hansfeld, les colonnes de Piper avancèrent. Ils atteignirent Bullingen à midi le 17 décembre, capturant des ravitaillements supplémentaires, des rations, des munitions et surtout des cartes montrant d'autres dépôts de carburant américains dans la région. Mais les cartes révélèrent une vérité troublante. Les Américains avaient des stocks de carburant partout. Chaque carrefour majeur avait un dépôt. La seule première armée américaine avait 3,5 millions de gallons en réserve. Piper poussa vers Ligneville, où ses forces commirent le massacre de Malmedy, tuant 84 prisonniers américains. Même ce crime de guerre était lié au désespoir lié au carburant. Piper affirma plus tard qu'il ne pouvait pas épargner d'essence pour transporter les prisonniers. En soirée du 17 décembre, la pointe de Piper atteignit Stavelot, site d'un dépôt de carburant américain majeur contenant plus de 2 millions de gallons. Là se trouvait assez de carburant pour garantir d'atteindre la Meuse. Mais alors que les premiers véhicules allemands approchaient, les ingénieurs américains étaient déjà à l'œuvre. Le capitaine John Brewster du 291e Engineer Combat Battalion avait reçu l'alerte de l'approche allemande. Ses ordres étaient simples, refuser le carburant à l'ennemi à tout prix. Le dépôt de Stavelot contenait 2 189 000 gallons d'essence dans des jerrycans empilés sur 6 hectares. À 16h30 le 17 décembre, alors que l'avant-garde de Piper approchait, le capitaine Brewster donna l'ordre. Les ingénieurs versèrent des traînées d'essence entre les piles. Des grenades au phosphore blanc furent distribuées. Le sergent-chef Paul Soule lança la première grenade. L'explosion fut immédiate et énorme, se souvint-il. Un mur de feu monta peut-être à 30 mètres. En quelques minutes, tout le dépôt était un enfer.
Les premiers chars de Piper arrivèrent pour trouver une colonne de fumée noire s'élevant à 300 mètres dans le ciel. Le feu brûlerait pendant 3 jours, consumant assez de carburant pour avoir alimenté toute la division de Piper jusqu'à Anvers et retour. L'Unterscharführer décrivit la scène. L'Obersturmbannführer se tenait sur sa tourelle de char, regardant les flammes. Il ne dit rien pendant peut-être 5 minutes, puis il descendit et me dit « Ils peuvent se permettre de brûler 2 millions de gallons pour nous les refuser. Que faisons-nous ici ?» La logistique américaine, au-delà de la compréhension allemande. À travers les Ardennes, les ingénieurs américains détruisaient les dépôts de carburant plutôt que de risquer leur capture. À Trois-Ponts, 1,1 million de gallons brûlèrent. À Spa, 2,5 millions de gallons furent détruits. Au total, les Américains détruisirent délibérément plus de 8 millions de gallons pendant la première semaine, plus que l'Allemagne n'en avait alloué pour toute l'opération. La capacité à détruire négligemment des millions de gallons était enracinée dans un système d'approvisionnement au-delà de la compréhension allemande. Le Red Bull Express avait livré 412 000 tonnes de ravitaillement, utilisant 6 000 camions fonctionnant 24 heures sur 24. Chaque camion consommait 40 gallons quotidiennement. L'opération elle-même brûlait plus de carburant que le groupe d'armée B allemand n'en recevait mensuellement. Début décembre 1944, le Motor Transport Service employait 230 compagnies de camions opérant sur des routes codées par couleur. Le système livrait 20 000 tonnes de ravitaillement quotidiennement, incluant 3 000 tonnes de carburant. Le colonel James Snyder, chef logistique de la première armée, nota le 18 décembre. Reçu carburant hier, 1 847 000 gallons. Carburant distribué, 1 623 000 gallons. Gain net pour les réserves, 224 000 gallons. Le système de pipeline était encore plus impressionnant. L'opération Pluto avait posé des tuyaux à travers la Manche, pompant 1 million de gallons quotidiennement depuis la Grande-Bretagne. Un réseau de pipelines s'étendait à l'intérieur des terres. La ligne Cherbourg-Paris livrait 800 000 gallons quotidiennement. La ligne de la Seine en déplaçait 650 000. Début décembre 1944, les forces alliées dans le nord-ouest de l'Europe consommaient 7,5 millions de gallons quotidiennement, tout en recevant 8,2 millions. Ils constituaient des réserves pendant les opérations offensives. L'effondrement final. Alors que Piper avançait plus profondément en Belgique le 18 décembre, l'impossibilité de la position allemande devint claire. À Stoumont, ils capturèrent un autre dépôt. 5 000 gallons consommés en 3 heures de combat. Les chars Tiger consommaient 2,5 gallons par mile au combat. Les Panthers brûlaient 1,5 gallon par mile. Dans le terrain difficile des Ardennes, la consommation augmentait de 40%. L'Hauptsturmführer Otto Dingler, officier de maintenance du 1er régiment blindé SS, enregistra « À midi le 18 décembre, nous avons consommé 67 000 gallons depuis le début de l'offensive. Nous en avons capturé peut-être 55 000, nous fonctionnons à perte. » Les Américains, surveillant les communications radio-allemandes grâce aux interceptions ultra, connaissèrent la situation en carburant de Piper. Le général Courtney Hodges ordonna à toutes les unités « Ennemi critique en carburant, détruisez tous les stocks d'essence menacés de capture. » Ce même jour, les C-47 américains effectuèrent 316 sorties, livrant des ravitaillements à Bastogne, incluant 160 000 gallons de carburant. Les Américains volaient plus de carburant vers une garnison encerclée que l'ensemble du Kampfgruppe Piper n'en possédait. Le 19 décembre, alors que les forces de Piper engageaient les défenseurs à Stoumont, la crise du carburant était devenue critique. Des chars étaient abandonnés avec des réservoirs vides plutôt qu'à cause de dégâts au combat. Piper consolida son carburant restant, peut-être 8 000 gallons, assez pour un engagement ou une retraite, mais pas les deux. Pendant ce temps, les planificateurs alliés se préparaient pour les opérations de janvier. Le brigadier général Maurice Gilland,
Demande 245 millions de gallons pour le mois à venir. La demande fut approuvée sans discussion. La fin du Kampfgruppe Piper. Le contraste s'étendait au-delà de la quantité. Les véhicules américains étaient standardisés pour l'efficacité. Les chars Sherman consommaient 0,8 gallons par mile contre 2,5 pour le Tiger. Les camions américains faisaient 8 miles par gallon pleinement chargés. Les pièces étaient interchangeables, la maintenance simplifiée. Les forces allemandes opéraient une gamme déroutante de véhicules capturés et manufacturés avec des exigences différentes. Les chars français nécessitaient une huile différente des Panthers allemands. Les camions soviétiques exigeaient des pièces différentes des Opel allemands. Chaque complication multipliait les difficultés logistiques. Le 20 décembre, Piper reçut un message radio. Convoi de carburant détruit par avions alliés. Aucun réapprovisionnement possible. Continuez avec les ressources disponibles. Piper rassembla ses commandants. Le Sturmbannführer Werner Pötschke était brutal. Nous avons du carburant pour peut-être 20 kilomètres. La Meuse est à 30 kilomètres. Selon le témoignage de l'Hauptscharführer Grühl, l'Obersturmbannführer dit « Messieurs, nous avons découvert que nous combattons un ennemi qui brûle plus de carburant pour nous le refuser que nous n'en avons reçu pour toute cette opération. Ce que nous avons capturé à Hansfeld, qui semblait miraculeux, n'était rien pour eux. Nous ne pouvons pas gagner. » Cette réalisation se répandit. Le général Hasso von Manteuffel, commandant la 5e armée blindée, écrivit plus tard « Quand j'appris que les Américains avaient détruit 8 millions de gallons, plutôt que de risquer que nous les capturions, je sus que l'offensive avait échoué avant même de commencer. » Le colonel Friedrich von der Heydt, capturé le 23 décembre, dit à ses interrogateurs « Vos soldats jettent du chocolat. Mes hommes n'ont pas vu de chocolat depuis 2 ans. Vous brûlez des millions de gallons. Nous mesurons au litre. Comment pouvons-nous combattre une telle abondance ?» Le 21 décembre, Piper était encerclé à la glaise, ses chars immobiles. Les forces américaines l'encerclant, 30 divisions d'infanterie, 82 aéroportées, 3 blindés, avaient une allocation de carburant combinée de 340 000 gallons pour le seul 21 décembre. Piper en avait peut-être 1000. Le Private First Class Richard McKenna écrivit chez lui « Nous avons des Allemands encerclés qui sont à court d'essence. Notre capitaine plaisante en disant que nous utilisons plus de carburant à chauffer le café qu'ils n'en ont pour leurs chars. » La réponse américaine démontra la guerre industrielle à son apogée. Le pivot vers le nord de la 3e armée de Patton nécessita 350 000 gallons, rien que pour le redéploiement. Considéré impossible par les standards allemands, mais accompli en 3 jours. Le 23 décembre apporta un temps clair. Les avions alliés effectuèrent 2000 sorties, chacun brûlant du carburant à des taux qui auraient cloué la Luftwaffe au sol pendant des semaines. Les P-47 consommaient 300 gallons par heure. Les B-26 en brûlaient 200 par heure. Les opérations aériennes d'un seul jour consommèrent plus que l'allocation offensive entière de l'Allemagne. Dans la nuit du 23 au 24 décembre, Piper abandonna ses véhicules et s'échappa à pied. Sur 119 chars et canons d'assaut qui commencèrent l'offensive, 39 restaient opérationnels mais immobilisés. Ils furent détruits avec les munitions restantes. L'Obersturmführer Heinz Goltz décrivit la scène. Nous vidangeâmes le dernier carburant de tous les véhicules, peut-être 200 gallons au total. L'Obersturmbannführer détruisit personnellement son char de commandement. Des millions de Reichsmark d'équipements détruits par des réservoirs de carburant vides. Sur 5000 hommes qui commencèrent avec le Kampfgruppe Piper, environ 770 revinrent. Ils avaient avancé de 100 kilomètres, capturé plusieurs dépôts et découvert la vérité sur la logistique alliée. L'impact stratégique. La nouvelle des découvertes de Piper se répandit rapidement à travers le commandement allemand. Le 26 décembre, le Field Marshal Walter Model reçut des rapports sur les ravitaillements américains capturés.
Son chef d'état-major enregistra la réaction de modèle. Le Field Marshal lut les quantités 2 fois. 50 000 gallons à Hansfeld, 2 millions brûlés à Stavelot, 8 millions détruits plutôt que capturés. Il dit « Nous ne menons pas la même guerre ». Hitler, informé le 28 décembre, refusa d'accepter la réalité. Speer écrivit « Hitler insista que les chiffres étaient de la propagande. Quand on lui montra des photographies de Stavelot en flammes, il affirma que ce étaient des effets d'Hollywood. Mais les rangs inférieurs comprirent. Le Gefreiter Wilhelm Hoffmann écrivit à sa femme « Les Américains détruisent plus de carburant quotidiennement que nous n'en recevons mensuellement. Ils conduisent des chars comme nous marchons. Cette guerre est perdue. » La crise du carburant était symptomatique d'une vérité plus large. En 1944, l'Amérique produisait 50% de la fabrication mondiale. Un nouvel avion toutes les 5 minutes, un navire quotidiennement, un char toutes les 7 minutes. Les statistiques de production pétrolière étaient accablantes. États-Unis, 1,8 milliard de barils. Union soviétique, 110 millions de barils. Allemagne, incluant le synthétique, 33 millions de barils. Japon, 2,6 millions de barils. L'axe combiné produisait moins de 2% du pétrole américain. Chaque offensive allemande majeure après 1942 avait été contrainte par le carburant. Chaque offensive américaine était soutenue par une abondance que les planificateurs allemands ne pouvaient concevoir. Le lieutenant-colonel Chester Hansen enregistra un incident révélateur le 27 décembre. Un officier logistique rapporta que la météo avait réduit les livraisons de carburant à seulement 500 000 gallons quotidiennement. Il y eut de l'inquiétude jusqu'à ce que quelqu'un note que cela dépassait l'allocation offensive totale de l'Allemagne. Les prisonniers de guerre allemands des Ardennes étaient plus choqués par le gaspillage américain que par la puissance de feu. Voir les GI jeter des rations à moitié mangées ou utiliser de l'essence pour le chauffage brisa le moral plus que l'artillerie. L'oberste Gerhard Reichelm dit aux interrogateurs « Nous connaissions vos chiffres de production abstraitement, mais voir des soldats gaspiller plus que nous ne possédions les rendait réels. Chaque Allemand qui vit votre abondance négligente sut que la guerre était sans espoir. » Cette connaissance se répandit par les lettres malgré la censure. Le Feldwebel Ernst Müller écrivit « Les Américains lavent des vêtements à l'essence, ils donnent du chocolat aux chiens, ils tirent de l'artillerie pour Noël, nous ne pouvons pas combattre l'infini. » L'impact psychologique sapa les récits de supériorité raciale allemande. Comment des Américains décadents pouvaient-ils posséder une telle richesse, tandis que la race des seigneurs se débat pour les nécessités? L'héritage de la bataille. Pendant les procès de Nuremberg, les dirigeants allemands citèrent constamment la logistique, particulièrement le carburant, comme décisive. Le Field Marshal Keitel témoigna « Nous avions la supériorité opérationnelle de 1940 à 41. En 1944, nous ne pouvions pas déplacer des forces par manque de carburant, tandis que les Américains déplacèrent des armées comme des pièces d'échecs. » Piper, jugé pour le massacre de Malmedy, offrit un témoignage révélateur. Chaque décision après le 17 décembre fut influencée par la pénurie de carburant. Nous ne pouvions pas manœuvrer, poursuivre ou retraiter efficacement. Les Américains se déplaçaient librement tandis que nous comptions les litres. Le général Heinz Guderian écrivit « Quand Piper captura 50 000 gallons, signifiant tout pour lui mais rien pour les Américains, la guerre était terminée. » L'histoire résonne parce qu'elle représente le moment où la guerre industrielle atteignit sa conclusion. Les guerres sont gagnées par les statistiques de production, pas le courage des guerriers. La notion romantique de la guerre mourut dans les Ardennes, parmi les réservoirs de carburant vides. Le docteur Richard Overy calcula qu'en 1944, les ratios de production alliés axes dépassaient 5:1 dans les catégories majeures. Pour le pétrole, il approchait 50:1. Ces avantages ne pouvaient être surmontés par un entraînement ou des tactiques supérieures.
L'Amérique produisit 324 750 avions pendant la guerre. L'Allemagne, 119 871. Les Américains construisirent 88 410 chars. L'Allemagne, 46 857. Mais le plus révélateur, l'Amérique raffina 1,8 milliard de barils de pétrole en 1944 seul, tandis que l'Allemagne en rassembla péniblement 33 millions. 24 décembre 1944, l'épilogue. Alors que les hommes de Piper se faufilaient à travers les lignes américaines à pied, abandonnant 39 chars, 70 semi-chenillés et 177 autres véhicules, l'ampleur se cristallisa. Ils avaient capturé 50 000 gallons, semblant miraculeux, seulement pour apprendre que c'était insignifiant pour un ennemi qui pouvait en brûler des millions. L'Unterscharführer réfléchit en 1975. Ce matin-là à Hansfeld, en trouvant le carburant américain, nous avions célébré comme si nous avions gagné à la loterie. Le soir, en apprenant l'incendie de Stavelot, nous comprîmes que nous avions déjà perdu. Les Américains en avaient tellement qu'ils pouvaient détruire ce pourquoi nous serions morts pour le posséder. Les 50 000 gallons représentaient moins que ce qu'une seule division blindée américaine consommait en 2 jours. Moins que ce que le Red Bull Express brûlait en 3 heures. Une erreur d'arrondi dans la consommation quotidienne alliée. Le major général G. Lawton Collins écrivit plus tard: les tentatives désespérées des Allemands pour capturer du carburant révélèrent leur erreur de calcul. Ils supposèrent que nous valorisions le carburant comme irremplaçable. Ils ne purent pas comprendre que nous en avions tellement que nous pouvions brûler des millions plutôt que de risquer un désavantage tactique. L'opération Wacht am Rhein échoua à cause des mathématiques immuables de la guerre industrielle. L'offensive consomma approximativement 2,8 millions de gallons, 40% de l'allocation globale, la différence provenant de ravitaillements capturés. Pendant la même période, les Américains en consommèrent 267 millions, près de 100 fois plus. La Wehrmacht perdit 100 000 hommes, 800 chars, 1000 avions. Mais le plus dévastateur fut la perte des illusions. Chaque Allemand témoignant de l'abondance américaine comprit que l'Allemagne ne menait pas une guerre, mais participait à sa propre exécution. Joachim Peiper survécut, emprisonné jusqu'en 1956 pour crime de guerre. Le 14 juillet 1976, il fut assassiné à son domicile français par des assaillants inconnus. Mais en 1967, il dit à l'historien Henry Lyman: trouver ce dépôt fut la pire des choses. Si nous avions été à court plus tôt, nous aurions peut-être retraité avec dignité. Au lieu de cela, nous découvrîmes que les Américains avaient des océans tandis que nous avions des gouttes. Nous découvrîmes l'impossibilité. La leçon s'étend au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Dans la guerre industrielle, la logistique supplante la tactique. La production submerge le courage. L'abondance bat la dévotion. Le soldat allemand de 1944 était sans doute mieux entraîné et plus expérimenté. Cela n'eut pas d'importance. Les Américains étaient soutenus par une machine industrielle qui pouvait gaspiller plus que l'Allemagne ne pouvait produire. Cette vérité est encodée dans chaque jerrycan à Hansfeld, chaque gallon brûlé à Stavelot, chaque pipeline à travers la France. Les guerres entre puissances industrielles sont gagnées par les usines et les raffineries, pas par les géniaux généraux. Le colonel Trevor Dupuis calcula qu'en décembre 1944, chaque soldat américain était soutenu par 30 kg de ravitaillement quotidiennement. Chaque Allemand en recevait 1,5 kg. Les Américains se plaignaient du gaspillage. Les Allemands auraient considéré le gaspillage américain comme une abondance inimaginable. En 1984, 40 ans après la bataille, des vétérans se rassemblèrent à la Glaise. Le musée expose le char Tiger de Piper, toujours positionné là où il était à court de carburant le 23 décembre 1944.
L'ancien Hunter-officier Karl Wortmann se tint à côté du char avec l'ancien sergent-chef Roy Anderson, de la 30e division d'infanterie. « Nous nous sommes toujours demandé pourquoi vous vous étiez arrêté, » dit Anderson. « Nous pensions que c'était tactique. » Wortmann rit amèrement. « Nous nous sommes arrêtés parce que les chars étaient vides. Vous avez brûlé des millions pour nous les refuser. Comment pouvions-nous combattre cela ?» Anderson fut silencieux, puis dit « Nous n'avons jamais su que vous étiez si à court. Nous en avions tellement que nous n'y pensions jamais. » Cet échange captura la vérité de décembre 1944. Un côté mesurait au gallon, l'autre au million. Un se battait pour chaque jerrycan, l'autre brûlait des océans. Le résultat était prédéterminé. Le Tiger de Piper se trouve dans le musée de la Glaise, jauge de carburant vide, monument à l'époque où l'excellence tactique rencontra la réalité logistique et perdit. Les visiteurs demandent pourquoi des chars si puissants furent abandonnés. La réponse, pas de carburant. Dans la guerre industrielle, c'est la seule réponse qui compte.